Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Donc, rapidement, le groupe Bosch, c'est 400 000 personnes à travers le monde, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est, au-delà de ces chiffres, qui est super intéressant par rapport à ce slide, vous voyez, c'est 280 usines. Et le groupe Bosch, c'est ça, c'est 280 usines. Apple est une très très belle entreprise, mais on n'est pas du tout comme un Apple qui va innover dans le marketing, qui va innover, mais ensuite qui va aller complètement en faiblesse, aller sous-traiter en Chine chez Foxconn. Nous, on n'a pas cette approche-là. On investit 10% de notre chiffre d'affaires en R&D et après, derrière, on va produire. C'est notre modèle industriel. On est fiers et on se bat en tout cas pour conserver ce modèle industriel. Ensuite, vous retrouvez les 4 grandes briques. Donc, la partie mobilité, c'est ce qu'on appelle l'automobile. La partie industrielle, et là, c'est là où on trouve beaucoup de sujets 4.0. Et après, tout ce qui est biens de consommation. Et après, tout ce qui gravite autour de l'énergie. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau industriel, c'est des enjeux complètement différents. Parce que quand je prends, par exemple, la mobilité, on va prendre une usine comme Rodez, que vous connaissez bien. Elle va fabriquer 100 000 injecteurs par semaine. Vous voyez ce que c'est un injecteur, c'est un crayon, globalement. Et quand on prend Energy Building dans le chauffage, on prenait par une très belle usine aussi, qui est à Drancy, qui est l'Em Leblanc. Ils vont fabriquer 100 000 chaudières, gaz, mais par an. Vous voyez, les enjeux industriels sont complètement différents. Malgré tout, le 4.0 est une réponse par rapport à ces enjeux. Prochain slide. Donc, le monde qui change, bien sûr, il y a danger. Prochain slide. Je suis désolé, il n'y a pas effet animation qui se le fait en disant à chaque fois prochain slide. Mais le côté Bosch, bien entendu, on va survivre et notamment, on a un élément qui est super intéressant, c'est un peu l'effet Kodak. Tout le monde connaît l'effet Kodak et à la dimension du groupe Bosch, c'était la transformation digitale, on va dire vivre ou survivre. En tout cas, la position du groupe Bosch, il y a déjà pas mal d'années, c'était vraiment prendre ce virage digital. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une chose très, très macro et ensuite, on passera du côté 4.0. Prochain slide. Donc voilà, l'effet Kodak et bien sûr Bosch pour la partie technologie pour la vie, parce que vous savez, Kodak a pratiquement complètement disparu avec l'apparition du numérique. Et si on fait une petite aparté, c'est un sujet qui est toujours très intéressant. Kodak, fondamentalement, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris le virage numérique, c'était plutôt l'homme, on va dire, leur pilotage, leur management qui n'a pas su prendre le virage, parce que la technologie, ils l'avaient, mais simplement, ils n'ont pas pu, peut-être, ou pas osé changer de business model par rapport au numérique. Prochain slide. Donc, l'approche, la voilà, elle date, vous voyez, c'est la vision 2011, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, c'est des retours vers le futur. Et je me souviens, je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui est dans cette conférence. J'étais un peu plus jeune, il y a à peu près, je pense, il y a 12-13 ans de ça. J'étais très en retrait dans une salle de réunion et il y avait le président de Bosch France de l'époque. Et on lui avait posé une question, pour vous, le concurrent de Bosch, quel est-il? Et il y a 13 ans, 14 ans, ça, il nous avait dit, c'est Google. Et je peux vous assurer que moi, personnellement, j'avais dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet homme-là, alors que normalement, la concurrence, c'est Continental, c'est Valeo, c'est voilà tout. Non, et il nous avait dit Google. Et c'est exactement cette réflexion-là, c'est que dès 2011, on a eu cette vision, se dire, on va passer du produit physique au produit digital. Donc, on a fait notre transformation digitale par rapport à ça. Et l'idée, c'était de dire, à partir de 2020, tout produit doit être connecté. Et je peux vous assurer qu'en 10 ans, on y est arrivé. Aujourd'hui, la plupart des produits Bosch sont connectés. Et nous avons eu une approche qu'on a appelée l'approche 3S, parce qu'on vient du capteur, et on va dire passer du capteur, sensor, software au service, parce que, comme vous le savez, de plus en plus, c'est de la technologie, mais de plus en plus, la valeur est dans le service. Donc, on a eu toute cette approche-là. Et je peux vous assurer que cette transformation, elle est très complexe. Passer du sensor au software pour un Bosch, c'est relativement simple, mais passer du software au service et apporter de la valeur ajoutée en termes de service, c'est très compliqué. Et c'est ce que tu avais évoqué tout à l'heure, notamment par rapport au Watt, le WAO, etc. Et c'est très compliqué. On a eu des réussites, on a eu beaucoup d'échecs, mais c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, on en a pris conscience et on a fait notre transformation digitale par rapport à ça. Donc Bosch sera une boîte de logiciels et on a fait notre cloud en 2015 et il y a eu un gros changement aussi, notamment en termes de lead, en termes de ce qu'on appelait l'intrapreneuriat qui a été injecté dans l'entreprise pour faire ce changement. Ça, c'est le monde du groupe Bosch avec la partie connectée. On ne dit plus mobilité, on dit building, on parle de mobilité connectée, on parle de connecté d'industrie, donc le 4.0, et on parle d'énergie connectée. Donc, on essaie de changer complètement de paradigme en interne. Prochain slide. Aussi un changement de culture. Malheureusement, je ne pourrais pas vous passer, j'aurais pas eu le temps, à mon avis, de passer les vidéos, mais je vous les enverrai par
par slide. Et ça, c'est notre… À droite, hein, vous voyez le Live Like Bosch, vous l'avez peut-être vu dans différentes publicités ou sur YouTube. On a une Gemini qui s'appelle Swarm. Et vous verrez, il y a entre ces deux slides, c'est comment dire, ces deux vidéos. À gauche, vous verrez quand je les enverrai, il y a une vidéo qui a été présentée au CES en 2015. L'autre a été présentée au CES en 2018. Et un changement culturel complètement différent. Vraiment, cette prise de conscience, c'est-à-dire la jeunesse, les changements culturels, des générations qui sont plutôt des zappeurs. Donc, pour nous, il était vraiment important d'attirer tous ces talents. Et ça fait partie du changement de culture. Le changement digital fait partie aussi du changement de culture, du changement de communication. Slide différent, suivant. Donc, l'industrie 4.0, elle est complètement au centre de cette stratégie. C'est un tout. Ce n'est pas que des perceuses connectées, ce n'est pas que des chaudières connectées. L'industrie 4.0, au niveau de nos process, notamment au niveau de nos 240 usines, a fait complètement partie de notre transformation digitale. Slide suivant. Donc ça, vous en avez parlé. Le 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut simplement noter, c'est que notamment en Allemagne, on dit 4.0, en France, on dit l'industrie du futur. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un changement. Ce qui est hyper positif, notamment quand je mets au niveau France, c'est qu'on reparle de l'industrie de façon positive. En Allemagne, c'est un peu différent, il n'y a pas cet handicap, mais en France, on avait un énorme handicap, c'est qu'on a eu un bashing industriel depuis pratiquement 30 ans. Je ne parle pas du poids de l'industrie en France qui, en 90, c'est à peu près 23% du poids du PIB. Hein. En Allemagne, en 90, c'était pareil. Et 30 ans après, aujourd'hui, le poids de l'industrie en France, c'est 11% et en Allemagne, c'est 25%. Simplement, on voit qu'en 30 ans, il y a un énorme écart qui a été fait. Et on peut simplement dire qu'en Allemagne, ils ont surtout résisté à la mondialisation. Ils ont aussi un peu progressé. En France, on a complètement dévissé par rapport à, on va dire, je dirais, le triptyque qui est, un, le politique, avec notamment uniquement orienté vers le service, deux, patronal, avec beaucoup moins d'investissement, notamment dans notre production, et avec le faiblesse, hein, le bien connu Alcatel qui pensait que sans usine, ça pourrait marcher, et le côté aussi syndical, la peur du robot, qui a fait en sorte que la partie 3.0, l'automation a été, on va dire, un virage qui a été raté en France, et qui a fait en sorte, donc ce triptyque, malheureusement, la France a dégringolé au niveau industriel. Et il y a aussi peut-être aussi le mur de Berlin en Allemagne qui a permis faire un appel d'air en termes de compétences et de main-d'œuvre. Mais en tout cas, en France, ce qui est positif, c'est que depuis 4-5 ans, on repart d'une façon extrêmement dynamique au niveau de l'industrie, notamment autour de l'industrie du futur, pour attirer de nouveaux talents. On voit des jeunes ingénieurs aujourd'hui, pas obligatoirement que vers la finance, mais va vers le digital, vers le 4.0. La slide suivante. La vision du groupe Bosch. J'ai une vidéo, malheureusement, je ne pourrais pas vous la présenter, mais ce sera un vrai plaisir de vous la faire parvenir. Et vous verrez un peu la vision qui est une continuité complètement numérique, qui part d'un concept du besoin client jusqu'à la partie manufacturing et jusqu'à la partie supply chain, jusqu'à la partie livraison. Et exactement ce que tu disais, il y aura toujours de la production de masse. Dire qu'on sera dans un monde idéal où il n'y aura pas de production de masse, je pense que c'est une vraie erreur, mais il y aura des productions qui seront, on va dire, des productions de masse dites customisées. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de produits que le consommateur se voudra unique et il faudra trouver des moyens industriels de customiser cette production. Et il y aura bien entendu des productions qu'on appelle locales pour locales, sur laquelle il y aura beaucoup plus de volume et sur laquelle le 4.0 pourra apporter pas mal de solutions technologiques pour répondre à ces challenges. Sachant que chez Bosch, c'est déjà des choses qu'on le connaît déjà, puisque vous avez pas mal de choses, notamment quand je vois ce slide, une belle usine qui est à Moulins, qui fait du freinage d'ABS et l'ESP, c'est une notion de local pour local. C'est un beau site de 300 personnes et qui va livrer, on va dire, uniquement les sites français de PSA et Renault et le site de l'Europe. Et vous avez des clones d'autres usines qui sont les mêmes qu'on retrouve en Asie, qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve au Mexique et qui permettent de servir les industriels automobiles localement. Là, il y a eu un petit souci au niveau du slide, mais ce n'est pas bien grave. Oui. Le message, voilà, c'est pour Bosch France, le 4.0 est essentiel. C'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est d'avoir des usines performantes, des usines compétitives, simplement non pas pour se faire plaisir, mais pour recevoir de l'investissement. Même si on est dans un groupe comme Bosch, qui est une fondation, n'est pas une entreprise caritative, si on a des sites français qui ne sont pas compétitifs, eh bien l'investissement, vous ne le voyez pas. Et c'est le quotidien de l'usine de se battre pour qu'elle soit compétitive, agile et qu'elle puisse recevoir de l'investissement par rapport à la maison mère.
Donc, on est membre de l'AIF depuis 2015, on était l'un des premiers à l'être, et on a des sites qui sont benchmark au niveau 4.0, et on organise les 4.0 tours depuis maintenant 4-5 ans. On a fait plus de 200, on a eu plus de 3000 industriels qui sont venus, et vous êtes bien sûr toujours invités à partager nos expériences au niveau de nos usines. Next slide. Donc, pour le groupe Bosch, le 4.0, ce n'est pas du push techno, c'est les 3 piliers que vous voyez ici. C'est de la flexibilité, c'est la rapidité. C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le monde change, il va de plus en plus vite. Donc, on doit être en mesure de changer de production très rapidement. Bien sûr, de la profitabilité, gagner de la compétitivité, donc de la profitabilité, pour faire en sorte que des produits high cost, qui est l'Europe de l'Ouest, mais aussi la France, eh bien, on continue à avoir une vie industrielle par rapport à des produits low cost qui avancent aussi, vous imaginez, très très vite au niveau du 4.0. Et bien sûr, l'enjeu, c'est celui-ci, c'est la compétitivité, c'est l'emploi pour conserver nos usines. Et comme vous l'avez dit, le Covid est quelque part peut-être une opportunité par rapport à on va dire, des manques industriels qu'on a vus flagrants par rapport à des choses stratégiques. Et on espère, même si pas non plus être utopique, des choses qui soient, on va dire, pas relocalisées, parce que moi, j'y crois pas, mais plutôt des choses qui reviennent ou qui soient de nouveau en France par rapport à notamment la pharmacie, par rapport à l'électronique notamment, où il y a des enjeux stratégiques qui sont essentiels par rapport à un pays comme la France ou l'Europe de l'Ouest. Slide suivant. Donc, l'approche au niveau du groupe Bosch, ce qui était essentiel pour nous, et là, vous voyez l'homme, c'est quand on a fait cette approche de transfert digital, on a tout de suite mis l'homme au centre. Ce qu'on appelait l'approche top-down, bottom-up, top-down. D'abord top-down, parce qu'il faut une vision. Il faut que le CEO de n'importe quelle entreprise donne une vision, sinon ça ne marche pas. Donc là, il y a un cap qui a été donné. Le cap, c'était simple, c'est dire on fait une feuille de route de 2013 à 2020, et je veux que toutes les usines fassent leur transfert digital. On n'a pas pris le parti, et je pense que les gens sont en train de faire machine arrière, notamment des grands groupes, je ne citerai pas des noms, de vitrine, dire on va prendre une usine, on va faire une vitrine, on va faire un showcase, on va faire… Voilà. Dans l'approche de Bosch, toutes les usines devaient faire la transfert digital, et d'une façon locale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Pourquoi local? Puisque c'est les usines qui connaissaient leurs besoins, leurs usages. On n'a pas décrété qu'il fallait des robots collaboratifs, qu'il fallait des impressions 3D, parce que potentiellement, les usines n'avaient peut-être pas besoin. Donc on a redonné le pouvoir aux usines, au niveau des patrons des usines, qui ont retrouvé quelque part leur feuille de route au niveau des investissements. On redonnait, on va dire, au niveau d'usine pour, messieurs, quels sont vos besoins? Quels sont les usages? Et ensuite, la techno est devenue après. C'est-à-dire que la techno est au service des besoins au niveau d'usage. Donc, ça a permis de ne pas se tromper au niveau des investissements. Ça a permis d'impliquer les personnels au niveau de cette transformation digitale. Donc, le côté acceptance, de faire de la créativité, de capter les bonnes idées. Et aussi, ça a permis de capter le bon ROI. C'est-à-dire que dans nos usines, si un projet était super à 24 mois en termes de ROI, c'était no-go. Et ça a permis ensuite de faire un cercle vertueux, de dire, j'ai une idée qui vient du terrain, j'ai la techno, j'investis, je la déploie en vrai dans l'usine, j'ai un ROI et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc ça, c'est un élément qui s'est mis 2013 environ à 2018. Et après, on appelle ce qu'on appelle top-down. Donc, il y a une structure en Allemagne qui, on va dire, regarde un peu ce qui se passe au niveau usine. Je schématise volontairement. Au niveau de gouvernance, c'est un peu plus complexe, bien entendu. Et à aspirer, on va dire, toutes ces bonnes idées. Et en ce moment, à partir de 2020, les standardisent, donc, parce qu'à un moment, il faut du standard, les standardisent, et ça devient un standard groupe, et les redéploie ensuite sur l'ensemble des usines. Et ça, je peux vous assurer, c'est une approche qui marche, qui fonctionne au niveau techno, au niveau humain et au niveau ROI pour éviter le showcase. Slide suivant. Ça, c'est un exemple. C'est pas un exemple, pardon. Ça, c'est les briques techno. Ça, c'est différentes briques techno qui existent dans nos feuilles de route. C'est la chaîne logistique, c'est les équipements convertibles, c'est la gestion de l'information dans l'atelier, c'est la gestion des énergies. On est très fiers, le groupe Bosch, c'est qu'on est empreinte carbone zéro dès 2020. C'est le support à l'opérateur, c'est la maintenance prédictive, parce que c'est essentiel. On a fait 30% de gains sur certains sites grâce à ça. Et ça, c'est super intéressant, c'est nos sites, on ne les a pas rasés. On avait des outils industriels qui n'étaient pas digital natives et même des machines qui avaient 5, 10, 15 ans. Eh bien, on a su les équiper de gateway avec des capteurs qui permettent de remonter de la data et faire ce type de performance en termes de maintenance. Et après, on est en train aujourd'hui de faire du test adaptatif, de la maintenance de qualité. On est en train de faire de la qualité 4.0, c'est-à-dire qu'on anticipe un défaut avant qu'il n'ait lieu, bien sûr en remontant de la data, en observant les données, et ça permet de faire ce genre de choses, et ça fonctionne. On commence à avoir des use cases, notamment à Mondeville, sur le site électronique. Slide suivant.
Ça, c'est un exemple de feuille de route. Je vais pas aller plus loin parce que ça serait beaucoup trop long, mais ça, c'est un exemple de feuille de route qui est à Bosch-Mondeville avec différentes briques. Mais si vous prenez la feuille de route de Bosch-Rodez, hein, c'est les sites que je connais le mieux, les sites de Bosch-Moulins, de Drancy, de Bosch-Vinicieux, c'est des feuilles de route qui sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'usage chaque usage a sa technologie et répond à un besoin concret de l'usine en fonction, comme j'ai évoqué en introduction, un site comme Rodez qui est hyper automatisé, à un site comme Drancy qui est uniquement manuel. Et là, vous imaginez que les besoins sont différents, mais le 4.0 apporte beaucoup de solutions par rapport à ça. Slide suivant. L'humain, bien entendu, au niveau des hommes et des femmes, des usines. Slide suivant. Donc, bien sûr, était au centre, n'était pas simplement qu'une posture. Voilà. Donc, ça, ce sont des mots-clés, bien entendu. Ça peut sembler être un peu des portes ouvertes, mais en tout cas, c'était l'approche qui a été faite au niveau du groupe Bosch, avec des méthodologies que vous connaissez, hein, le design thinking. Donc, ça a été d'abord l'application de tous, mais l'application jusqu'à l'opérateur. C'est-à-dire qu'un opérateur, je prends du véhicule, hein, un opérateur, vous lui posez la question, il y a un cadre de l'entreprise qui va dire et toi, qu'est-ce que tu as besoin au niveau de ta machine pour qu'elle marche mieux? Il va se retourner vers lui, dire bah, attends, c'est toi le chef, c'est à toi de savoir. Globalement, il a raison. On a pris d'autres méthodologies, on les a appliquées dès le départ, en les appliquant dans des sessions de design thinking. Et je peux vous assurer que l'opérateur, il sait exactement ce qui se passe au niveau de sa machine parce qu'il est devant tel. Et c'est lui qui va vous dire bah là, j'ai un problème, j'ai la pièce qui se coince, là, j'ai quel souci, je pense que là, ça chauffe. Et c'est lui qui va vous donner des petits détails qui font que vous allez retrouver le 1%, le 2% supplémentaire de la machine qui vous permettent après d'augmenter votre performance. Donc, le mode en travail collaboratif, multidisciplinaire, ce qu'on appelle l'intelligence collaborative, et ça, on l'utilise de façon très quotidienne, positionner les collaborateurs au centre du sujet et donner du sens à la transformation. Ça, c'est l'élément essentiel, donner du sens. Et le sens peut être différent entre le patron du site, entre les services méthodes, entre les services maintenance, entre les opérateurs, mais donner du sens. Et quand on donne du sens aux choses, eh bien, les gens, l'acceptance se fait très, très facilement. Et surtout, derrière, eh bien, on peut réaliser tous ces projets. Capter les bonnes idées, libérer la créativité, les énergies, insuffler les esprits d'entrepreneurs, ça, c'est essentiel et ça, on y arrive. Aussi, changeant management, hein, c'est simplifié, et c'était un grand bouleversement chez Bosch, et je l'ai vécu le premier. Avant, c'était très pyramidal. Le chef devait savoir, le chef devait donner des consignes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On est en train d'aplatir les hiérarchies, et le manager devient plutôt sponsor. Hein, il va encourager les idées, il va plutôt donner les bons outils pour que les collaborateurs transforment en digital, accepter les tests et les erreurs, et je peux vous assurer que pour les entreprises germaniques, c'est compliqué, mais il faut l'accepter. Bien sûr, après, il faut apprendre de ses erreurs, et ça permet d'avancer par rapport à tout ça, et déployer bien sûr des nouvelles compétences. Donc, on a eu pas mal de choses qui ont été faites avec des recrutements, avec des laboratoires. Donc ensuite, je vais accélérer. C'est l'approche Bosch notamment, et ça, c'est un bel avantage, c'est qu'on a à la fois un user avec nos usines, avec nos 280 usines, mais aussi un provider de technologie, notamment avec une entreprise qui s'appelle Bosch Rexroth, qui est une filiale à 100% du groupe Bosch. Et un cercle vertueux qui se met en route. On a un besoin au niveau d'usine, on va développer des nouvelles technologies. Et en interne, hein, la robotique collaborative, des dashboards digitaux, des AGV, elles vont être après testées dans nos usines. Et ensuite, ces briques techno, on va les proposer aux autres industriels à travers Bosch Rexroth. Slide suivant. Ça, c'est la vue que vous avez. Voilà, c'est ce que vous avez un peu évoqué. C'est quelques vues de briques techno, comme la robotique collaborative, des postes de travail connectés, hyper connectés directement à ERP au MES, pour tout ce qui est formation, tout ce qui est cognitif au niveau d'un opérateur qui ne peut pas assembler 10 produits différents dans la journée. Donc là, on va l'accompagner. Des gateways qui permettent de remonter de la data, notamment faire de la maintenance prédictive ou autre. Des AGV intelligents. On n'est pas du tout AGV basique. Hein. On est vraiment, là, il y a une intelligence artificielle qui est à l'intérieur. Des convoyeurs de nouvelle génération. Bref, et bien sûr, tout ce qui est plateforme, software. Bref, toutes les briques qui permettent de faire une usine 4.0 d'une façon pragmatique et concrète. Donc ça, vous pouvez le voir dans nos usines aujourd'hui. Le présent, le futur, c'est quoi? C'est ça, c'est de plus en plus, bien sûr, de software, de robotique collaborative, mais pas que. Hein, il n'y aura pas que de robots collaboratifs, puisqu'à un moment donné, collaboratif est bien, mais il est quand même relativement le plus lent qu'un robot industriel. Donc, il y aura un mix des deux en fonction des besoins, et je dis bien au niveau des besoins, de plus en plus AGV, de l'IA, bien entendu, qui commence à arriver, qui commence juste à arriver. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont du rêve par rapport à ça
pour l'instant, mais ça commence à arriver. La 5G, slide suivant, j'ai bientôt terminé. Et le monde idéal aujourd'hui, et on le voit dans la vidéo quand vous la découvrirez, c'est bien sûr la 5G, et c'est notamment avoir une usine hyper flexible. C'est-à-dire que la vision, on est bien sûr dans une vision, c'est avoir des machines qui sont plus du tout connectées, que ce soit au niveau des, comment dire, de la connectivité de consignes. Donc là, ça passera par la 5G. Il n'y aura plus de bus Ethernet, hein, tout passera par la 5G par exemple. Et notamment, on imagine même au niveau du sol, bien sûr, avoir de la connectivité, mais avoir de l'énergie pour avoir schématiquement la prise électrique, éviter ça, pour pouvoir reconfigurer complètement ces lignes de production pour, par exemple, en fonction des commandes clients qu'on a, qui arrivent dans le RP de MES de la nuit, eh bien, la nuit, on puisse reconfigurer les machines pour que le lendemain, on puisse produire différemment chaque jour. C'est un monde idéal, c'est une vision, mais c'est sur laquelle on commence à travailler au niveau du groupe Bosch. Voilà ce que je vous souhaitais vous présenter. Je ne sais pas si j'ai débordé des 20 minutes, Laurent, j'espère que non, ou pas trop. Non. Voilà, pas trop. C'est une vue très, très rapide, bien entendu, mais un peu ce que j'expliquais, d'où vient Bosch au niveau du 4.0, donc depuis 2011, avec une feuille de route de 2013-2020, avec quelque chose de plutôt bien réussi. On est plutôt une benchmark par rapport à ça, parce que c'est du concret, c'est la vraie vie. Et après, on va vers le futur par rapport à une nouvelle feuille de route que vous avez vue dans Now Next Beyond, notamment par rapport à la 5G, par rapport à l'IA et par rapport à tout ce qu'on appelle Sol Connecté.